empereur de Centrafrique. Le 4 décembre 1977, Jean Bedel Bokassa s'autoproclame empereur d'un petit pays de 2 millions d'habitants. De la génération de dictateurs qui s'est emparée de l'Afrique indépendante, aucun n'avait poussé la mégalomanie à ce point. Ridicule, scandaleuse, cette parodie du sacre napoléonien est non seulement cautionnée, mais en partie financée par la République française. Elle reste le symbole absolu des dérives de la politique africaine de la France. Car sous des allures de comédie grotesque, ce couronnement couvre la plus sombre des tragédies. Ici Radio Centrafrique, émettant de Bangui sur 41,55 m, soit 7220 km. Voici un 1er janvier qui n'est pas comme les autres, car cette nuit, il y a eu du nouveau. Oui, du nouveau, qui va vous être révélé par le colonel Jean Bedel Bokassa, chef d'état-major de la Défense nationale. Centrafricains, Centrafricaines, depuis ce matin à 3h20, votre armée a pris le pouvoir de l'État. Le 1er janvier 1966, le colonel Jean Bedel Bokassa s'empare de la République centrafricaine. Bokassa était un chef d'État de grande valeur. N'eût été certains vices, n'eût été le désir du pouvoir absolu. Moi, pour ma part, je dis tout simplement que c'est un patriote, mais qui a une vue de mégalomanie. L'ascension de Bokassa est spectaculaire. Engagé comme tirailleur à 18 ans dans l'armée coloniale, il en sort capitaine, ce qui fait de lui le militaire le plus gradé de son pays. Mais après 20 ans dans l'armée française, il est profondément acculturé. Il s'est présenté comme nationaliste. Il s'est présenté comme un grand officier. Mais il ne manquait jamais de le répéter qu'il est officier français. Et en même temps, il était totalement africain. Et là aussi, c'était une relation de fascination, de répulsion, de chantage et de connivence. À peine au pouvoir, Bokassa met en avant sa part française pour obtenir le soutien de l'Élysée. Car depuis 1960, les anciennes colonies africaines n'ont obtenu qu'une indépendance de façade. En réalité, rien n'a changé et tout se décide à Paris. En pleine guerre froide, la France veut pérenniser son emprise sur le continent et l'Élysée choisit chacun de ses chefs d'État. Mais personne à Paris ne s'attendait au coup d'État de Bokassa. Les rapports confidentiels qui remontent à l'Élysée dressent un portrait mitigé du nouvel homme fort de Bangui. Bon point pour Bokassa, en plus d'être francophile, c'est un chef autoritaire capable d'assurer la stabilité du régime. C'est du point de vue de la France une condition indispensable. Mais l'homme est réputé mégalomane, cyclotimique, irritable, violent, tyrannique. Avec une incroyable perspicacité, un rapport conclut « L'intérêt de notre pays est malgré tout de faire en sorte que le colonel Bokassa reste au pouvoir aussi longtemps qu'il saura demeurer suffisamment raisonnable. » Contenir les dictateurs africains dans les limites du raisonnable, c'est justement le métier de Jacques Foccart. Le tout-puissant secrétaire général aux affaires africaines est le père de la France-Afrique. Il vient à bout des réticences du général de Gaulle et se porte garant de Bokassa. Foccart était le mentor de Bokassa, et Bokassa ne faisait rien sans en référer à Foccart, ou quand il voulait
jouait au chef d'État-garnement, il n'en parlait pas à Foccart, mais après il se faisait rappeler à l'ordre, donc il craignait beaucoup Foccart. Adoubé par Foccart, Bokassa entre officiellement dans la grande famille france-africaine. À côté des vieux sages, Senghor et Houphouët-Boigny, Bokassa n'est qu'un pion sur l'échiquier africain de la France. Mais la nouvelle recrue est dévorée d'ambition et entend bien ne pas en rester là. À peine arrivé au pouvoir, Bokassa lance un grand programme de réforme. C'est l'opération Bokassa. À défaut de tirer le pays du sous-développement, l'opération Bokassa lui donne une certaine popularité. Elle révèle surtout le charisme du nouveau chef et ses accessoires. Une rivière de médailles qui rappelle son passé militaire, le chapeau mou et la canne qui symbolisent le pouvoir du chef africain. C'est un comédien extraordinaire, c'est un jeu permanent, c'est du théâtre, mais on ne gère pas un État à la manière d'un acteur de théâtre comique. À la mort du général de Gaulle, en novembre 1970, Bokassa ravit la vedette à tous les chefs d'État venus se recueillir à Colombey-les-Deux-Églises. C'était même le premier chef d'État africain à débarquer en France pour les obsèques de Gaulle. Mais lui, il n'est pas allé comme les autres avec tout le protocole. Lui, il est allé carrément en pleurant. C'est au pied de mon frère, qui était son aide de camp rapproché, qu'il s'est appuyé pour pouvoir pleurnicher. C'est un événement qui nous a marqués. Parce que pleurer de cette manière pour l'Africain, pour le Centrafricain, ça témoigne de l'amour que vous aviez pour celui que vous venez de perdre. Donc tous ces aspects-là, Bokassa les a cultivés. Mais avec Bokassa, on passe facilement du burlesque au tragique. Ses colères sont redoutables. Il emprisonne à tour de bras un ministre accusé de détournement, Saint-Cyr, son propre fils qui a raté son bac, un commerçant français qui ne s'est pas acquitté d'une taxe, une femme qui se refuse à lui, et bien sûr, tous ceux qui menacent de près ou de loin son pouvoir. En 1972, Bokassa ordonne qu'on coupe les oreilles des voleurs. Amputation et bastonnade ont lieu en public, en présence de Bokassa, qui n'hésite pas à s'en charger personnellement. Car pour asseoir son autorité, Bokassa fait de la violence un spectacle. Mais pour les médias français, Bokassa reste un sujet d'amusement. On se moque de ce chef excentrique qui revendiquera 14 femmes et 55 enfants. Et l'Élysée ferme les yeux sur les méthodes du dictateur, car au début des années 70, Bokassa tient fermement la Centrafrique et Foccart contrôle parfaitement Bokassa. Les relations avec l'ancienne colonie sont excellentes. Soutenu par la France, Bokassa règne sans partage. Il détourne les maigres richesses de son pays. Il collectionne les voitures de luxe, les châteaux en France et les portefeuilles ministériels qui, en Centrafrique, portent bien leur nom. Confondre le trésor de l'État avec son propre trésor, même sa poche, même si c'est son argent, il y a quand même une orthodoxie financière de gestion. Il était propriétaire de son pays. Donc tout ce qui passait dans le pays, que ce soit l'aide, les diamants, les financements, les femmes qui lui plaisaient, c'était à lui. C'était à lui. Donc c'était une conception patrimoniale. Dans une surenchère permanente, celui qu'on appelle Papa Bok accumule aussi les honneurs et les titres. 6 ans après son coup d'État, le général se nomme président à vie. 2 ans plus tard, il se promeut maréchal. Il en adopte le costume, troquant sa canne sculptée contre un bâton de maréchal. C'est la plus haute distinction que l'armée puisse offrir. Mais Bokassa ne saurait s'en contenter. Bokassa était fasciné par la noblesse et la monarchie. Je l'avais accompagné à une visite très privée, puisqu'on était vraiment tout petit comité au château de Versailles. Et d'ailleurs, il voulait acheter les meubles du Trianon. Je lui ai expliqué qu'en France, c'était très difficile d'aliéner les biens de l'État comme ça.
on s'arrêtait devant tous les tableaux sur l'histoire de France, donc le sacre. Donc je sentais que ça le travaillait, cette histoire. L'Élysée est habitué aux caprices de Bokassa. Discrètement, on lui offre un avion ou des voitures de collection. Mais transformer une république, même fantoche, en un royaume, c'est à coup sûr une mauvaise publicité pour la France-Afrique. Et ça, Jacques Foccart ne l'aurait jamais accepté. Mais les règles du jeu sont sur le point de changer. Le 19 mai 1974, Valéry Giscard d'Estaing est élu président de la République. L'une de ses premières décisions est de reprendre en main la politique africaine de la France. Jacques Foccart doit plier bagage. Car l'heure est à l'innovation. Et pour la première grande conférence franco-africaine de son septennat, le nouveau président crée la surprise. Il choisit d'organiser l'événement chez le plus controversé de ses partenaires africains, Jean Bedel Bokassa. Moi, j'étais quand même un peu estomaqué. On a fait un certain nombre d'observations en disant que Bokassa était sans doute pas le meilleur exemple de ce qu'on avait pu réussir en Afrique, qu'avec lui, on n'était jamais à l'abri d'un Avatar ou d'une Foucane, que le pays était quand même géré d'une manière parfois assez étrange. Alors, le président de la République française, oui, mais ça ne peut pas toujours être les mêmes. Il n'y a pas de raison, mais c'est vrai que, je ne vais pas dire que c'est la chasse qui a déterminé le choix, mais ça n'a pas été totalement étranger, puisque le président de la République est allé chasser avant que ne s'ouvre la conférence. La chasse est le hobby du président français, et la Centrafrique est le paradis des chasseurs. Valéry Giscard d'Estaing l'a découvert 5 ans plus tôt, à l'époque où il était ministre des Finances. Il y est retourné régulièrement, profitant de l'occasion pour se lier d'amitié avec le propriétaire des lieux. Bokassa a concédé toute la région de Délé à Giscard d'Estaing pour que ça devienne son territoire de chasse, ou sur l'équivalent d'un département français, Giscard était quasiment le roi. La venue officielle de ce compagnon de chasse est la première visite d'un président français en Centrafrique. Bokassa entend bien en tirer parti. Bokassa m'avait expliqué que pour honorer le président de la République française, il voulait se mettre en uniforme de maréchal. Donc moi j'avais vu le côté un peu ridicule de cette affaire, connaissant cet uniforme, et je lui dis, Monsieur le Président à vie, vous voyez, je l'appelais Monsieur le Président à vie, le président de la République française est bien chef des armées, mais il n'est pas militaire, donc il ne sera pas en tenue militaire, donc vous serez dans une tenue tout à fait magnifique. Monsieur Giscard d'Estaing sera en civil, c'est peut-être gênant que je préférerais, si je peux me permettre, que vous soyez en civil. Et comme il est malin, il avait mis sur la façade de l'aéroport de Bangui une photo grandeur nature où il était en grand uniforme. Donc Bokassa voulait d'emblée placer la relation sur un pied d'égalité et même de connivence et d'amitié, ce que ne voulait pas du tout Giscard. Mais il se prêtait à ça. Et il s'appelait mon cher parent, mon cher cousin, comme on le faisait dans les dynasties au XVIIe et XVIIIe siècle. Pour Bokassa, cette visite est l'occasion de montrer les liens privilégiés qui l'unissent au nouveau président français. De tous les partenaires africains, Bokassa n'était ni le plus stratégique, ni le plus présentable. Il se plaît aujourd'hui à montrer qu'il est le préféré. Enivré par ce succès, Bokassa renoue avec son grand projet. Transformer la République centrafricaine en empire. Mais à l'heure de l'anti-impérialisme et de la démocratie triomphante, il convient de sonder les réactions. Bokassa en parle à son voisin Mobutu. Le président du Zaïre caresse la même ambition, tout comme le président du Gabon, Omar Bongo. Mais ils savent le projet totalement anachronique. Persuadé que la France s'y opposera catégoriquement, il laisse Bokassa jouer les éclaireurs. Il a dit, il veut être empereur. Je pensais que c'était de la blague au départ. Il dit non, c'est sérieux, il veut être empereur. Tout le monde n'a pas applaudi à l'idée.
que Bokassa change comme ça de régime. Nous-mêmes, parce que nous sommes allés en 1976 en Chine, on a insisté sur la fin de l'Empire chinois, sans vouloir aller trop loin, parce que quelqu'un qui s'opposait comme ça de face, de front à Bokassa, c'était impossible. Il risquait d'être liquidé. Impossible de barrer la route aux ambitions mégalomanes de Bokassa. Même la future impératrice, Catherine d'Enghadé, tente de le dissuader, en vain. Je n'ai pas d'atome particulièrement crochu avec elle, bien au contraire. Elle n'était pas spécialement partisane de ce couronnement. Je pense qu'elle devait sentir qu'à terme, ça devrait poser un problème. En réalité, une seule personne a le pouvoir de faire entendre raison à Bokassa, Valéry Giscard d'Estaing. En 1976, Bokassa soumet son projet à l'approbation du président français. Giscard d'Estaing s'est montré absolument épouvanté de cette mascarade et, si vous voulez, du fait qu'on s'embarquait et que la France pouvait apparaître comme ayant été complice d'une telle opération. Si la France avait décidé que le couronnement de Bokassa ne devait pas avoir lieu, il n'aurait pas eu lieu. Le président français est certainement embarrassé, mais il ne mesure pas la gravité de la situation. Pour lui, l'Empire n'est qu'un caprice de plus. Au lieu de chercher à raisonner Bokassa, il cède, espérant ainsi calmer ce dictateur turbulent. Car en pleine guerre froide, Bokassa met constamment sa fidélité aux enchères. Pour peu qu'on lui refuse un avion, un crédit supplémentaire, il menace de changer de camp. Il s'affiche avec Tito, Ceausescu et dépose même une gerbe au mausolée de Lénine. Bokassa a réussi à faire de ce chantage la principale ressource nationale. Mais en 1976, Bokassa va trop loin. Il se tourne vers le colonel Kadhafi, l'ennemi juré de la France en Afrique. En gage de ce rapprochement et contre un chèque d'1 million de dollars, l'ancien tirailleur élevé par les Pères Blancs se convertit à l'islam. Jean Bedel Bokassa devient Salah Eddin Ahmed. Je me souviens très bien de Bokassa rentrant du fait de la cérémonie à laquelle il avait été converti à l'islam, se tapant un whisky pour dire « je les ai bien eus ». Donc Bokassa aussi a tiré l'épingle vers lui. C'est un fin politicien. Dans l'immédiat, le feu vert de Giscard d'Estaing semble porter ses fruits. Bokassa revient dans l'orbite française. Mieux, le président français espère un peu naïvement qu'une fois empereur, Bokassa se retirera dans son palais, laissant au Premier ministre, Ange-Félix Patassé, la charge de diriger le gouvernement. Il y a des amis français qui m'ont téléphoné. Ils m'ont dit, Monsieur Patassé, votre pays a besoin de vous. Acceptez. Vu sous cet angle, le couronnement devenait une sorte de coup d'État en douceur. On avait essayé de lui dire, quand vous serez empereur, il faut déléguer votre gestion. C'est pas vous qui pouvez tout faire. Il faut que vous ayez un bon Premier ministre. Et on pensait qu'on pourrait, d'une certaine manière, choisir le Premier ministre et lui se satisferait du protocole, des défilés, des manteaux d'hermine. Giscard d'Estaing est persuadé que son feu vert neutralisera cet allié turbulent. Quant à Bokassa, il savoure une victoire qui devrait le faire entrer dans le club très fermé des leaders de la France-Afrique. Aucun des deux ne réalise qu'à partir de ce jour, leurs destins sont définitivement liés. La date du couronnement est fixée au 4 décembre 1977. Il reste 1 an à Bokassa pour en faire un événement international. Il confie cette mission à un Français de son entourage. Moitié homme d'affaires, moitié barbouze, Jean-Pierre Dupont a 35 ans. Jusqu'à ce matin de novembre 1976, cet ancien d'Algérie prospérait dans le négoce du café centrafricain. Je suis informé du projet d'Empire par 2 personnes qui se déplacent à Paris en me disant voilà, l'empereur nous demande de venir voir son fils, parce que Bokassa m'appelait son fils, et il nous a demandé de vous apporter cette pendule,
et de voir comment vous pouviez la transformer en couronne. Dans ce sens-là, c'est une pendule, mais quand on la prend dans ce sens-là, c'est une couronne. Bon, moi, je suis un commerçant, pourquoi pas hein. L'affaire était pas mal quand même. Jean-Pierre Dupont engage un directeur artistique. Passé de la confection à la sculpture, Olivier Brice est devenu un artiste à la mode. Il vient de terminer un gisant en bronze à la mémoire d'Elvis Presley. Mais aujourd'hui, il doit transformer le gymnase de Bangui en palais du couronnement. Bokassa est conquis. Ça sera redrapé de la couleur naturellement du drapeau centrafricain. Oui. Tout le bois qui est en haut, vous voyez, toutes les lattes de bois, oui. au fond sera recouvert de drapeaux aussi centrafricains avec oui. un immense aigle dans le soleil, oui. répété de ce côté-là. Très bien. Est-ce que vous ne trouvez pas tout cela un peu anachronique? Non, pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas lieu de s'étonner, selon vous? Non, pas du tout. Moi, je ne crois pas. On ne s'étonne pas d'un jubilé de la reine d'Angleterre, on ne s'étonne pas du couronnement qui a eu lieu. Disons que ce sera un autre couronnement, et je trouve que c'est extraordinaire pour notre époque. Vous ne trouvez pas? Moi, je vis un conte de fées, c'est merveilleux. Pour ne rien laisser au hasard, Olivier Brice compose même cette valse de l'empereur, bande-son féerique de la superproduction de Bokassa. Il n'y a pas de limite à son inspiration. On achète à grands frais bicornes, shakos et épaulettes pour mettre l'armée centrafricaine au goût empire. Les meilleurs artisans français sont mis à contribution. On fait sertir de diamants sceptres et couronnes. On fait coudre des capes d'hermine piquées d'abeilles en or. On fabrique un trône de 3 mètres de haut et de 4 mètres d'envergure. Est-ce parce que Napoléon était patriote qu'il voulait singer Napoléon? Pour lui, il était le Napoléon de l'Afrique. Il le disait un peu comme ça. L'histoire de Bokassa n'est pas celle du fou qui se prenait pour Napoléon. C'est plutôt celle d'un militaire profondément acculturé. De l'école à l'armée, Bokassa a été façonné par le colonisateur français. Je lui ai amené le film de Sacha Guitry, Napoléon. Ça a du reste empoisonné pas mal de ministres, parce que pour éduquer les ministres un petit peu au couronnement, une fois par semaine au moins, les ministres étaient obligés de se taper le Napoléon de Sacha Guitry. Tel est donc le projet de Bokassa. Rejouer sous les tropiques, un film à succès des années 50. Mais pour Giscard d'Estaing, Bokassa n'a visiblement pas dépassé les limites du raisonnable fixées par le rapport secret de 1966. Car le président ne dément pas son soutien. Mieux, dans la plus grande discrétion, il met l'État français au service de l'événement. Pour le couronnement, on doit avoir des chevaux. Aidez-nous à avoir des chevaux. Le gouvernement français nous a aidés, donc c'était un travail en synergie. Bien qu'il s'en soit défendu par la suite, le président met à disposition les haras nationaux du pain, leurs chevaux et leurs équipes. Un film amateur inédit montre son aide de camp, le colonel Arnold, veillant au bon déroulement des opérations. Donc il a fallu faire venir en Normandie 60 gardes centrafricains que l'on a éduqués sur le plan équestre, d'abord pour les faire monter à cheval. En 6 mois, faire de personnes qui n'ont jamais mis leurs fesses sur une selle, des gens capables de driver un carrosse avec 8 chevaux devant, c'était certainement la partie la plus difficile. Du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas, disait Napoléon Bonaparte peu de temps avant son sacre. Ce pas, Bokassa l'a déjà franchi. Et si la France reste muette, vu d'Afrique, ce spectacle est insupportable.
car en parodiant ainsi Napoléon, Bokassa caricature les Africains. Quelques mois avant le couronnement, une pièce de théâtre est jouée par des étudiants nigérians. Brûlot contre les dictatures africaines, cette satire fait de Bokassa l'incarnation bouffonne et sanguinaire des malheurs du continent noir. De cette pièce, il ne reste aucune image, juste une affiche et un texte d'une incroyable lucidité que nous avons mis en image pour faire entendre cette voix qu'on n'entend jamais, la voix de l'Afrique. Opere Wonyosi by Wole Soyinka. Listen, you fools. I am a revolutionary. You know the motto of my mother country. France. Liberté, égalité, fraternité. I am an egalitarian. If I were not an egalitarian, I would not be among you dregs, you scum, you residue de bidet, but I am an egalitarian. Strictly between you and me, Idi Amin Dada is an ape. You know, he apes. He apes me. I appear in a uniform, an official uniform, understand? Amin sees me, and straight away he orders a duplicate. So, the only choice left was to aim far above his horizon, nothing less than a black Napoleon. That was really outclassing that nigger. I hope you all came with recording machines, because this is the last time you will be privileged to enjoy my condescension. After the imperial crowning, protocol will be so strictly observed that only God will be granted the occasional interview, and even then, strictly by appointment. Cette pièce est de Wole Soyinka, immense écrivain nigérian qui sera 10 ans plus tard le premier Africain à recevoir le prix Nobel de littérature. En France, malgré la complaisance des autorités, le ton change aussi. À l'approche du couronnement, paraît la première véritable enquête consacrée à Bokassa. J'ai eu du mal à trouver un éditeur, parce que j'étais un peu l'empêcheur de couronner en rond, donc mon livre gênait un peu tout le monde. J'ai voulu prendre le couronnement à contre-pied pour tous ceux qui pouvaient s'emballer pour cette histoire-là, faire en sorte que toute cette explosion de joie et cet accompagnement autour du couronnement soit cassé. Et rendre hommage, au fond, aux peuples africains qui n'étaient pas cette caricature. On aurait presque oublié que la Centrafrique est l'un des pays les plus pauvres du monde. Pour payer la facture du couronnement, le détournement des crédits de la coopération ne suffit pas. Bokassa raquette de plus belle, entreprises et population. Mais ce n'est pas assez. 2 mois avant les festivités, le projet est au bord de capoter. Monsieur Arthur Bertrand, qui est un joaillier, dont la maison existe toujours, place Saint-Germain-des-Prés, est celui qui a confectionné la couronne. Et il était venu me voir pour me dire, là, on fait pression pour que je livre cette couronne. C'est l'Élysée. Elle n'est pas payée, qu'est-ce que je fais à votre avis? Alors, je dis, écoutez, mais si vous voulez être payé, il ne faut pas la livrer. À une certaine époque, on a eu quelques problèmes parce que les règlements devenaient un petit peu plus compliqués, etc. Mais j'en ai parlé à l'époque à François Giscard d'Estaing. François Giscard d'Estaing dirige la Banque française de commerce extérieur. C'est le banquier du couronnement. C'est aussi le cousin du président de la République. Sur son intervention, Bokassa obtient un nouvel échéancier de paiement et la mise à disposition de 20 cargos de la compagnie aérienne française UTA pour transporter chevaux et marchandises. Oh, il est bien courageux, ouais. Oh, mais tu es gentil pourtant. Dans un telex adressé à Jean-Pierre Dupont, Bokassa remercie les autorités françaises. Nous nous réjouissons sincèrement de savoir que vous travaillez en étroite collaboration avec les services de l'Élysée, avec lesquels vous venez de former un véritable creuset. Nous tenons à faire une mention spéciale à l'endroit du colonel Arnold et également à celui des services commerciaux de François Giscard d'Estaing. Stop. Le couronnement de Bokassa aura donc lieu. Mais l'empereur sera seul en scène.
Giscard d'Estaing ne viendra pas. Accepter le rôle du président complaisant aurait été un suicide politique. Mais il est trop tard. Giscard d'Estaing est pris dans l'engrenage, définitivement embarqué dans le délire de Bokassa. Le dimanche 4 décembre 1977, Bangui est le centre du monde. L'empereur, sa femme et le petit prince héritier, Jean Bedel Jr., 3 ans, sont les héros du jour. En dépit des critiques virulentes, 500 journalistes en quête d'exotisme ont fait le déplacement. Il était tout content. Toutes les radios, tous les médias du monde entier sont venus en République centrafricaine à l'époque pour couvrir cet événement. Tous les médias français étaient présents à Bangui au moment du couronnement. Et entre la première et la deuxième chaîne, je sais qu'ils se tiraient les uns sur les autres pour savoir qui ramènerait les bobines du couronnement de Bokassa. Comme pour excuser l'absence du président français, le ministère de la Défense a lui aussi dépêché une équipe de tournage à Bangui avec pour mission de réaliser un film tout à la gloire du nouvel empereur. Jugé compromettant, il sera classé diffusion restreinte pendant 30 ans. Délicate attention, en effet, que ce chef-d'œuvre de complaisance qui témoigne des balbutiements des effets spéciaux et du bling-bling 70s. Le tout dans la grande tradition inaugurée par Léon Zitrone pour le couronnement de la reine Elisabeth II. Son Altesse, le prince héritier. C'est précédé du petit prince Jean Bedel Bokassa Jr., qui malgré son jeune âge gardera fière allure tout au long des cérémonies, et accompagné de l'impératrice Catherine, dont l'élégance et la dignité devaient fortement impressionner l'assistance, que l'empereur allait inaugurer une nouvelle ère dans l'histoire du peuple centrafricain. Le dossier conservé aux archives de l'armée est éloquent. Le film devra particulièrement montrer le faste des cérémonies, sans oublier la liesse populaire dont il n'est pas permis de douter. Le film terminé sera offert par le président de la République française à l'empereur Bokassa Ier pour ses archives personnelles. Il est la preuve éclatante de la bienveillance des autorités françaises. Surmonté d'un globe de lapis-lazuli où figurent l'Afrique et la ville de Bangui, la couronne impériale que, non sans émotion, l'empereur va ceindre lui-même, est directement inspirée de celle de Napoléon Ier. Sous les armoiries impériales, on peut lire la devise de la nation centrafricaine, « Zokwezo », tout être humain est une personne. Nous, Bokassa Ier, empereur de Centrafrique. Mais ce que le film ne dit pas, c'est qu'aucun chef d'État n'a fait le déplacement. Ni le voisin Mobutu, ni le frère Bongo, ni le père Houphouët-Boigny, ni les amis de l'Est, Ceausescu et Tito, ni Kadhafi, ni même Idi Amin Dada. Il était évident que personne ne voulait être sur la photo. En ce qui me concerne, j'ai été saisi par le président Giscard d'Estaing de la nécessité d'aller représenter la France à ce couronnement. Exactement 48 heures avant de partir, j'ai reçu un ordre écrit du président de la République et accusé de réception. Tout ça était complètement décalé, ne correspondait à rien. Il y a eu des royautés africaines, mais ancrées dans la tradition et la culture africaine. Là, c'était un empire carton-pâte copié sur l'empire français. Donc tout ça était fou. Pour ne pas froisser Bokassa, le film officiel a pudiquement écarté les images qui dérangent. Car en réalité, tous les feux sont au rouge. D'autres images nous révèlent l'absurdité de cet empire d'opérette, où les chevaux normands s'effondrent accablés par la chaleur tropicale.
Pour parachever le tableau, Bokassa avait invité le pape. Mais Paul VI s'est également fait excuser, laissant l'Église centrafricaine face au dictateur mégalomane. Depuis son rapprochement avec Kadhafi, Bokassa est officiellement musulman. Bokassa, le jour où il a affirmé qu'il redevenait chrétien, en même temps, dans le même souffle, il a dit qu'il s'est sacré à l'Église. Et c'est Monseigneur Ndaye qui a eu le devoir de lui dire que les sacres d'empereur ne se faisaient plus dans les églises, donc il irait peut-être se faire couronner ailleurs. Et comme il insistait beaucoup, il lui a dit, mais si vous voulez, vous pouvez venir après le sacre, venir prier à l'église. L'église obtempère, mais elle sauve l'honneur. Devant un parterre de courtisans et de soldats en armes, l'archevêque de Bangui lance un avertissement à Bokassa. Dans son homélie, il ne parle pas de dignité impériale, mais de l'impérieuse nécessité de son peuple. Il ne sera pas inquiété. Peu importe en effet, Bokassa ne l'écoute pas. Quand on voit le faste absolument inimaginable, les tentures mises dans l'église partout. En effet, l'église était entièrement couverte d'étoffes, de velours à je ne sais pas combien le mètre linéaire. Ça n'allait pas. Il y avait vraiment quelque chose de, j'allais dire, d'insupportable. On l'a supporté, mais enfin quelque chose de difficile à supporter. C'était trop. On essayait de sortir la tête pour découvrir tout ça. L'essentiel était de voir est-ce qu'il portait déjà la couronne, comment elle était habillée l'impératrice. Les chevaux qui étaient entraînés en France avant de venir, c'est des chevaux de Louis XIV, de Louis XV, de Napoléon. Tout ça, on voulait voir. Mais ce n'était pas évident avec le dispositif de sécurité où on refoule tout le monde. Où vous insistez, bien, vous prenez un coup de matraque. L'accès n'était pas possible pour nous. C'était trop loin. Je pense que la grande séparation entre le peuple et lui s'est passée à ce moment-là. C'était trop, et pourtant, ce n'était pas fini. Nous assisterons à une séquence de fontaines lumineuses qui vous obligera à porter l'œil vers le nord-ouest. Les festivités se poursuivent par un dîner de 5000 couverts. Au menu, caviar d'Iran, foie gras et grand cru, avec en dessert, une surprise. Pour l'empereur. On avait prévu qu'à l'ouverture du gâteau, les colombes mises à l'intérieur s'envoleraient spontanément, mais quand on a ouvert le gâteau, elles étaient un peu fatiguées. Elles venaient de France, dans un climat un petit peu chaud, elles ont eu du mal à décoller. Le symbole n'affecte pas Bokassa, pas plus que l'addition de cette folle journée. En tout, le couronnement aura coûté 140 millions de francs, soit près de 20 millions d'euros, un quart du budget national. Ce soir, Bokassa triomphe. Il y avait alors 2 empereurs au monde, Hirohito au Japon et le Shah en Iran. Bokassa Ier est désormais le 3e. Mais le nouvel empereur va bientôt connaître le véritable prix de son couronnement. Bokassa empereur ne pouvait pas imaginer qu'il ne soit pas le chef qui dirige tout. Donc c'était l'illusion de dire il sera empereur et il laissera faire les ministres, les premiers ministres. Tout. Ce qu'il y avait de négatif dans le système ancien a été exacerbé par le système impérial. Le pays était en difficulté. Nous avions des problèmes de salaire, l'État ne marchait pas comme il faut. Et le couronnement y est pour quelque chose. Il fallait entretenir notre empereur. Il fallait entretenir la cour. On allait créer je sais pas moi, toute une classe de princes, je sais pas moi, toute une gamme de dignitaires, mais qui devait être pris en charge par qui, d'après vous? Qui devait être pris en charge par qui? Par l'État centrafricain.
par l'Empire centrafricain. Autrement dit, par les sujets que nous étions. Pour la première fois, le peuple centrafricain ose manifester son mécontentement. Les tracts se multiplient. Au départ, il s'agit des lycéens et des professeurs qui réclament le paiement de leurs bourses et de leurs salaires. Mais très vite, le mouvement s'amplifie et s'attaque au régime. Bokassa Ier est accusé d'être le premier voleur, le premier criminel, le premier menteur. Les manifestations de janvier et d'avril 79 sont réprimées dans le sang. Cette fois-ci, l'opinion internationale s'en mêle. Amnesty International dénonce aujourd'hui, 14 mai 1979, le traitement effroyable infligé à partir du 18 avril à quelques 100 écoliers. Certains enfants furent lapidés par les gardes impériaux pour les punir d'avoir jeté des pierres sur la voiture impériale. D'autres furent frappés à coups de baïonnettes. D'autres moururent sous les coups de fouet ou de bâtons plantés de clous. On a même dit que Bokassa était intervenu personnellement, était allé à la prison, avait pratiquement abattu des gamins à bout portant lui-même avec un colt. L'implication personnelle de Bokassa ne sera jamais prouvée. Mais l'empereur est prisonnier du personnage qu'il s'est construit. Un an plus tôt, les médias se moquaient du roi nègre. Aujourd'hui, il dénonce un clown sinistre et sanguinaire. Un député socialiste et un député communiste ont reproché au gouvernement français d'avoir apporté son soutien financier à celui qu'ils ont appelé le sanglant empereur de Carnaval. Ils ont également reproché au président de la République de ne pas avoir prononcé un mot de réprobation. Valéry Giscard d'Estaing est pris dans la tourmente. Il décide aussitôt de lâcher son cher parent. La France a estimé que c'était le moment de se débarrasser, si on est poli, on dit de se séparer de Bokassa, mais je dirais de se débarrasser de Bokassa. À partir de ce moment-là, la France va décider de se débarrasser de lui. Je ne réponds pas à cette question. Vous répondez pas. La mise à mort a lieu au sommet franco-africain de Kigali. À la conférence de Kigali, il a été complètement boycotté par Giscard. Giscard faisait comme s'il ne le voyait pas. Il était un homme transparent. Giscard lui tournait le dos, l'évitait complètement. À partir du moment où les États africains, dans cette période, ont senti que la France le lâchait, tout le monde l'a lâché. Mobutu, Houphouët, tous les chefs d'État africains restés en bonne grâce avec la France l'ont lâché parce que leur intérêt primordial, c'est pas d'être en bonne relation avec un de leurs collègues, c'est d'être dans les bons papiers de la France-Afrique. Abandonné par ses anciens amis, Bokassa se retrouve seul face aux accusations de massacre. Dire que moi qui ai père de familles nombreuses, que j'ai massacré les enfants, vraiment c'est assez dur à supporter. Il faudrait que des justifications soient faites parce que je veux bien reconnaître toutes les fautes, mais pas celles-là. Bokassa est à terre. Giscard d'Estaing a interrompu l'aide financière à la Centrafrique. Il propose à Bokassa de négocier son abdication contre une retraite dorée. On a proposé à Bokassa que je devienne, après les affaires de massacre d'enfants, que j'assure la régence. Il n'en a pas voulu d'ailleurs. C'était un homme qui ne pouvait pas comme ça quitter la scène. Il savait très bien que s'il accédait aux demandes des Français, il devait abdiquer et puis il n'aurait plus rien. Harcelé par les médias, Bokassa tente de retourner l'opinion internationale. Il fait appel à un journaliste sulfureux reconverti dans le conseil au dictateur, le français Jacques Duchemin. Je lui fais sa revue de presse un jour, je lui lis un article de Dominique Jamais dans l'Aurore, qui était titré Bokassa du sacre au massacre. Et dans le corps de l'article, il y avait l'ogre de Béringot, toujours entre deux cuites et deux massacres. Ah, il m'arrête et il me dit « Ça, c'est ennuyeux, parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi en France ?» Je trouve que c'est une réflexion naïve.
Il était aveugle. Il est peut-être le seul à ne pas se rendre compte que c'est une fin de règne qu'il vit ces derniers moments de chef d'État. Les uns après les autres, tous ces ministres ont fait défection. L'impératrice elle-même a pris un avion pour la France, emportant dans ses bagages ses bijoux et son diadème. Au même moment, Jean-Pierre Dupont, paniqué, envoie un téléx à Bokassa. Par ses relations dans les services secrets, il vient d'apprendre que la France préparerait un coup d'État militaire. L'Élysée chercherait un prétexte pour favoriser une intervention des troupes françaises en Empire centrafricain. 400 à 500 parachutistes français seraient déjà positionnés au Zaïre. Mais Bokassa ne veut pas y croire. Dans l'immédiat, il a besoin d'argent pour calmer la colère de son peuple. Désespéré, il sollicite un entretien à Giscard d'Estaing, qui le lui refuse. Bokassa n'a plus le choix. Il se tourne de nouveau vers Kadhafi. Je fais l'effort de prendre l'avion pour essayer de faire en sorte qu'il ne parte pas à Tripoli pour cette opération, parce que je savais que il n'en reviendrait pas. L'opération Barracuda est déclenchée dans la nuit du 20 septembre 1979. Profitant de l'absence de Bokassa, 2 unités d'élite prennent en quelques heures le contrôle de Bangui. On avait vite compris. Ah oui, c'était rapidement compris par nous que c'était un coup d'État. Mais par la France. Pour justifier cet acte d'ingérence, la France prétend avoir été appelée à la rescousse par l'ancien président David Dacko, renversé par Bokassa 14 ans plus tôt. Cette version officielle est montée de toutes pièces. Dacko a été emmené à Bangui dans les bagages des parachutistes. Alors que tombe le symbole de son pouvoir, Bokassa tente de débarquer en France. Après 20 années dans l'armée, il en a la nationalité. Mais Giscard d'Estaing refuse d'accueillir cet encombrant visiteur. Bokassa restera prisonnier de sa caravelle pendant 48 heures avant qu'un pays ne daigne lui accorder l'asile. Ce sera la Côte d'Ivoire. À Bangui, les Centrafricains manifestent contre le nouveau régime. Car sur le trône du chien Bokassa, les Français ont installé ses chiots. En réalité, Dacko est un proche de Bokassa. Comme tous les nouveaux ministres, il a largement prospéré sous l'Empire. Mais l'indignation des Centrafricains est soudain recouverte par une nouvelle fracassante. On aurait découvert dans les frigos de Bokassa des cadavres. Le tyran serait un cannibale. 1 an après son enquête sur le couronnement de Bokassa, le journaliste Pierre Péan est de nouveau à Bangui. Il découvre, impuissant, que les fantasmes ont pris le pas sur la réalité. Moi qui étais donc au fond le premier à avoir dénoncé toute cette mascarade du couronnement, je me retrouvais à défendre Bokassa en disant « mais non, il n'est pas si épouvantable que ça ». J'ai vu des journalistes qui étaient prêts à croire, si on leur montrait un peu de viande, que c'était le festin abandonné de Bokassa. Enfin, on ouvrait des frigidaires, soi-disant, où il y avait de la viande humaine. Tout ça était complètement farfelu et bidon. Et je me souviens, sans avoir de nom en tête, qu'il y a des journalistes qui ont plongé là-dedans et qui ont raconté n'importe quoi, alors que la vérité suffisait amplement. Autant on a été loin sur le couronnement, il fallait se rattraper en allant loin dans la dénonciation. Valéry Giscard d'Estaing n'en sort pas indemne. Devant l'opinion française, il tente maladroitement de se justifier et commet un lapsus d'anthologie. Qu'est-ce qui s'est passé en Centrafrique? Il y avait un régime autoritaire et qui faisait vivre le pays dans des conditions qui étaient pour lui insupportables. Bon. Et c'est du temps de ma présidence qu'il aurait été changé. Mais il ne fallait pas que ça apparaisse comme et que ce soit d'ailleurs une opération de type colonial. Bokassa ne pardonnera jamais à Valéry Giscard d'Estaing ce qu'il considère comme une trahison.
C'est le début de l'affaire des diamants, qui entraînera à la marge l'échec de Giscard d'Estaing à la présidentielle de 1981. Il accusera même le président français d'avoir une liaison avec l'impératrice. Après des années d'exil, en Côte d'Ivoire et en France, Bokassa rentre en Centrafrique. Il pensait être acclamé par son peuple. Il sera arrêté, jugé et emprisonné pendant 7 ans. À la fin de sa vie, le tirailleur qui se prenait pour Napoléon est un illuminé qui se dit apôtre du Christ. Il meurt dans le dénuement, à Bangui, le 3 novembre 1996. La Centrafrique n'est pas sortie du giron français, ni du système Bokassa. Ses présidents ont tous été de proches collaborateurs de l'empereur déchu. Ils étaient tous à son couronnement. David Dacko, ancien conseiller spécial et cousin de Bokassa. André Kolingba, ancien ambassadeur et ministre. Ange-Félix Patassé, ancien Premier ministre. François Bozizé, ancien aide de camp. Indépendance na banguer seare esalangara na zoni betiero boganda tene girere zokwezo tene tierseya indépendance na banguer seare akolige awalige gamolengero boganda tene giriri zokwezo tene tierseya indépendance na banguer seyare esalangara na zoni betiero indépendance na banguer seyare akolige awalige gamolengero